chapitre 2, intitulé donc transfert de chaleur. Nous avons dans un premier temps défini qu'est-ce que c'est que le transfert de chaleur. Je rappelle brièvement, c'est le transfert de l'énergie thermique entre deux points qui se trouvent sur le même corps ou entre deux corps différents sous l'influence d'une différence de température. Il faut que les deux points aient des températures différentes pour avoir un transfert de chaleur d'un point à un autre. Donc, ce transfert de chaleur, il peut avoir besoin d'un support matériel, c'est-à-dire qu'il se transforme sur de la matière, mais il peut avoir lieu entre deux points séparés par le vide. C'est le cas du rayon. Donc, c'est ce qui nous ramène au point 2, 1, 2, les modes de transfert. Il existe 3 modes de transfert de chaleur, contrairement aux autres phénomènes de transport, que sont donc la quantité de mouvement et la matière, pour lesquels il y a 2 modes de transfert. Il y a le mode diffusif, de diffusion, et le mode convectif ou convexe. Donc en transfert de chaleur, à ces deux-là, le transport diffusif, qu'on appellera donc la conduction, il y a aussi le transport convectif. Il existe donc un troisième mode, c'est le mode radiatif, c'est-à-dire il se fait par rayonnement, émission ou bien absorption de rayonnement électromagnétique. Donc tout ça nous l'avons dit dans le précédent. On est passé ensuite au paragraphe 2.2, donc définition générale. Donc on va définir les paramètres qui vont nous servir pour l'étude d'un problème de transfert de chaleur. Et on commence par le champ de température. Et donc je vais écrire. Moi je vous ai demandé de télécharger le cours qui se trouve sur la plateforme univblida.dz. Donc vous cliquez sur YouTube, vous aurez toutes les vidéos des cours précédents que vous pouvez voir. Vous allez sur la plateforme e-learning de univblida.dz et là vous allez entrer dans la plateforme avec une adresse email. Donc vous inscrivez, ensuite vous téléchargez les cours que vous voulez. Donc le cours de transfert, de phénomène de transfert, notion des phénomènes de transfert, je n'ai pas mis de mot de passe, donc vous pouvez le télécharger sans problème. Vous imprimez le cours, comme ça vous avez le cours à votre disposition. Je ne suis pas obligé de tout écrire sur le tableau pour ne pas perdre beaucoup de temps. Mais là, les premiers cours, là, je suis obligé d'écrire quand même un peu. On peut, en chaque point, M d'un milieu, chaque fois M d'un milieu solide, virgule liquide ou gazeux, définir un champ de température fonction de l'espace et du temps. Pardon, définir à un instant donné. Définir à un instant, à une date T, un instant T, un champ, je peux définir en chaque point, donné une température. C'est l'ensemble de températures qui forme le champ. Donc une température, T de 1 de T, une température T du point 1 et à la date T. Donc, en chaque point, on va avoir sa température, qui est une fonction scalaire, des coordonnées du point 1 et du temps. Chaque point, c'est un solide, bien sûr, si la température n'est pas uniforme dans ce milieu. Ça veut dire que nous sommes en présence d'un phénomène de transfert de chaleur, puisque les températures ne sont pas les mêmes partout. On appelle champ thermique d'un corps, d'un champ de température. On appelle champ thermique
ou change de température d'un corps, l'ensemble de température en tout point de ce corps, en tout point de ce corps. Donc on va voir tous les points, toutes les températures en chaque point de ce corps et on formera un champ thermique ou un champ de température. Et bien sûr, ce champ de température, il peut changer avec le temps. Donc celui-là, par exemple, si on a un champ thermique à une date T1, à une date T2, on peut avoir un autre champ de température. Donc l'ensemble à un instant donné. En tout point de ce corps, à un instant donné. Donc ça sera T, le point 1, il est représenté par ces coordonnées X, Y, Z. Et vous avez donc le temps. Si le champ thermique est indépendant de la température, eh bien, on dit que le régime est stationnaire ou permanent. Si le champ thermique, ou bien si la température, donc si la température et les autres paramètres aussi, le flux, tout ce que vous voulez. Et les autres paramètres qui peuvent varier en espace, par exemple, dans le temps, les autres paramètres. Donc si la température est indépendante du temps, ça veut dire qu'elle est fixe, elle ne bouge pas dans le temps, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne bouge pas, qu'elle ne varie pas dans l'espace. C'est-à-dire que si vous êtes en un point X1, Y1, Z1, j'ai une température T1, elle restera tout le temps constante. Si je me place dans un autre point de coordonnées X2, Y2, Z2, je vais avoir une autre température T2 qui restera tout le temps constante T2. Donc dans l'espace, la température varie, mais dans le temps, la température ne varie pas, donc implicitement. Et donc ça se traduit par une dérivée partielle par rapport au temps égal à 0 qu'on avait la dernière fois. Donc si la température est indépendante du temps, eh bien le régime est dit permanent ou stationnaire. Le régime est dit, bien appelé, stationnaire ou permanent. Dans le cas contraire, on dit que le régime est instationnaire ou transitoire. Donc stationnaire, en arabe, ça veut dire mustaqim, qui ne bouge pas dans le temps. Paragraphe 2.2, on va définir une surface isotherme. Une surface est dite isotherme lorsque tous ces points sont à chaque instant à la même température. Donc une surface est dite isotherme. Pourquoi on s'intéresse à la surface isotherme? Parce que le flux de chaleur traverse une surface. Donc il passe d'une surface à une autre. Une surface est dite isotherme lorsque tous ces points sont à chaque instant lorsque tous ces points sont à chaque instant à la même température. Ça veut dire quoi à chaque instant? Ça veut dire en fonction du temps,
la température peut varier. Mais tous les points de la surface varient ensemble. Donc voilà une surface. Donc si toute la surface se trouve à une température de 50 degrés Celsius, si elle change, elle passe de 50 à 60, l'ensemble des points de la surface passe à 60 en même temps. Donc elle est tout le temps isotherme, à chaque instant. Ne pas confondre avec, par exemple, un processus isotherme. C'est-à-dire que c'est une transformation, par exemple, vous l'avez appris en thermodynamique, une transformation isotherme, c'est-à-dire elle se fait dans le temps, tout en gardant la même température dans le temps. Là, c'est dans l'espace, ça se passe. Remarque, donc, une conclusion de ce qu'on vient de dire, ou bien une conséquence, je la mets dans la remarque, eh bien, il n'y a pas de transfert de chaleur le long d'une surface isotherme. On n'a pas de transfert de chaleur. Donc, j'ai écrit transfert de chaleur en abrégé comme ceci à chaque fois. Donc, il n'y a pas de transfert de chaleur le long d'une isotherme, d'une surface isotherme. Bon, il faut comprendre le mot le long. Je n'ai pas dit à travers, j'ai dit le long. C'est-à-dire, il ne peut pas y avoir de transfert de chaleur si la surface est isotherme, cette surface est isotherme, entre ce point et celui-là. Parce qu'ils ont la même température. Donc, s'ils ont la même température, le flux de chaleur, s'il existe, il ne peut qu'être perpendiculaire à la surface. Donc, il traverse la surface. Autrement dit, si je fais une petite représentation, un petit schéma, si j'ai une surface horizontale comme ceci, verticale, cette surface, le flux de chaleur ne peut pas être incliné sur cette surface, il ne peut pas être comme ça. Il ne peut être que perpendiculaire, donc avec un angle droit. Il ne peut être que perpendiculaire. Parce que s'il est incliné, qu'est-ce que ça veut dire? Donc si j'ai une densité de flux comme ceci inclinée, on peut toujours la décomposer en deux. Donc je vais avec une composante normale, perpendiculaire à la surface, et une composante tangentielle. Donc s'il existe une composante tangentielle, ça veut dire qu'il y a un flux de chaleur le long de la surface. Or, ce n'est pas possible puisqu'ils ont la même température tous les points de la surface. Donc, il ne peut pas y avoir ça. Donc, s'il ne peut pas y avoir ça, ça veut dire qu'on ne peut avoir qu'une composante normale. Donc, le flux de chaleur ne peut être que perpendiculaire. Donc, la chaleur passe perpendiculairement. On écrit ça en parenthèse. La chaleur, on dit, elle traverse. D'abord, ça va être pétrole ou diamant. Donc la chaleur traverse perpendiculairement. Une surface isotherme. Une surface isotherme. Voilà. Paragraphe 3. Ce sera donc quantité et flux de chaleur. Donc les principaux paramètres nécessaires pour l'étude d'un problème de transfert de chaleur sont les flux, densité de flux de chaleur et la température. Bien sûr, les propriétés physiques, ça, pas la peine de parler ici. Donc quantité et flux de chaleur. Donc, quantité de chaleur, c'est pas la peine de définir. C'est une énergie, de toute façon. On appelle flux de chaleur plus important. Donc, on appelle flux de chaleur à travers une surface S, ou bien qui traverse une surface donnée S. Parce qu'un flux, il traverse toujours une surface. Comme je l'ai dit la dernière fois. Que ce soit un flux d'électrons,
un flux de chaleur, un flux de matière, une quantité de mouvement, un flux d'électrons qui traverse la section de fil électrique quand il s'agit d'un courant électrique qui circule sur un fil conducteur. Donc un flux. Il y a une densité de flux. Même le courant, il y a une densité de courant. Par mètre carré ou par centimètre carré, il passe combien d'électrons. Donc on appelle, pardon, j'ai oublié le mot flux de chaleur. On appelle flux de chaleur à travers une surface S notée phi, donc le flux de chaleur on va le noter, symbolisé par phi. Donc ce flux, on dit à travers, ça veut dire traverse. J'ai dit c'est traverse. Traverse, ça veut dire on traverse de part en part. C'est-à-dire, si je traverse une surface, donc je suis forcément perpendiculaire à cette surface. Donc je rentre par là, je sors de l'autre côté. Comme le flux de chaleur qui traverse un mur. Donc c'est la quantité de chaleur, la quantité de chaleur qui traverse cette surface S par seconde, c'est-à-dire par unité de temps. Donc c'est une puissance. Parenthèse. C'est une puissance. Donc, flux de chaleur, ça va être une quantité de chaleur sur T. Ou plus exactement, ça va être dQ sur dt. Donc ceci est nécessaire, parce que quand on va faire un bilan de chaleur, ou bien quand on va essayer d'obtenir les équations de la chaleur, peut-être qu'on ne le fera pas dans ce cours, parce que c'est juste des notions. Donc n'oublions pas que c'est une unité découverte. Donc vous aurez tout le loisir en troisième année d'étudier une unité fondamentale intitulée transfert de chaleur. Vous aurez tous les détails mathématiques, etc. Donc quand on veut faire un bilan, on part de quoi? On part du premier principe de la thermodynamique. Votre premier principe de la thermodynamique, vous avez la quantité de chaleur reçue par le système, et si on divise par dt, c'est le flux de chaleur reçu par le système. Donc on aura ça à définir, à utiliser. Diffusion dt. Donc ce qui va nous donner comme unité joule par seconde, c'est-à-dire des watts. On peut avoir aussi des kilowatts, on peut avoir aussi calories ou bien kilocalories par heure. Parce que les calories, c'est l'équivalent du joule, c'est des unités d'énergie. Donc voilà, c'est une puissance en watts. N'oublions pas que les watts, c'est des joules par seconde, donc il y a toujours cette histoire d'unité de temps. Donc c'est une grandeur scalaire. Maintenant, on va définir la densité de flux. On appelle densité de flux de chaleur. Pourquoi densité? Rappelez-vous, le dernier cours, on avait défini le flux de chaleur comme étant l'intégrale de densité de flux. Bien sûr, intégrale surfaciée, sur la surface. On appelle densité de flux de chaleur notée Q. Donc on va la noter Q. La puissance, soit on dit la quantité de chaleur, soit on dit la puissance. Si on dit la puissance, donc ce sera par unité de surface. Si on dit la quantité de chaleur, on dira unité de surface et unité de temps. Donc, la puissance bien sûr thermique, la puissance de chaleur, la puissance thermique, qui traverse l'unité de surface. L'unité de surface. Et enfin,
perpendiculaire. Perpendiculaire. Pourquoi? On est obligé de préciser, parce que si on veut avoir la densité de flux, on va diviser par exemple le flux par la surface, puisque c'est par unité de surface. Quelle surface? Quand vous êtes dans une géométrie, vous avez une surface latérale, une surface transversale, une surface longitudinale, une surface, etc. Donc il faut diviser par la surface effectivement traversée, donc perpendiculairement par ce flux. Donc il y a une histoire de direction ici. Et s'il y a une histoire de direction, forcément, la densité de flux, ça va être un vecteur, une grandeur vectorielle. Donc l'unité de surface perpendiculaire. Donc on peut s'arrêter là, ou bien on peut dire, au lieu de dire la puissance, la quantité de chaleur qui traverse l'unité de surface perpendiculaire par unité de temps. Donc, ce sera ce qui nous ramènera à Q égale dφ sur ds n. N ici veut dire normal, perpendiculaire. Normal, perpendiculaire. Si vous voulez, si on utilise la chaleur, la quantité de chaleur, ce sera d de Q sur dt ds. Donc les unités de la densité de flux, ça va être joule par mètre carré et par seconde, ça va être aussi watt par mètre carré. En général, donc la chaleur, elle passe d'une isotherme à une autre. Donc, forcément, rappelez-vous, j'ai dit on divise par la surface normale. Donc, si vous avez une surface isotherme, et elle est traversée par un flux de chaleur, forcément elle est perpendiculaire, donc il traverse une isotherme, il va, et comme la chaleur se propage d'un endroit chaud vers un endroit froid, ou bien d'un point d'une température élevée vers un point de température plus basse, et bien, donc vous passez d'une isotherme de température élevée vers une isotherme de température plus basse, et ainsi de suite. Donc, la chaleur traverse, elle passe pardon, d'une isotherme à une autre. Donc la chaleur est transférée d'une isotherme, une surface isotherme, c'est pas la peine de préciser, d'une isotherme à une autre. Bien sûr, perpendiculairement à chaque fois à ces surfaces isothermes. Donc, bien sûr, de la région de haute température, de la région de haute température vers la région de plus basse température, vers la région de basse température. Donc, ce qui implique que la densité de flux est une grandeur vectorielle.
Donc, c'est un vecteur qui a forcément une direction, un sens et un module. Donc, on va considérer un cas général où je vais présenter une surface qui n'est pas une isotherme, parce qu'une isotherme, c'est un cas particulier. Une surface qui n'est pas isotherme et qui est traversée par un flux. Donc, dans le cas général, on va décrire ça, la surface qui nous intéresse, dans le cas général, la surface qui nous intéresse n'est pas une isotherme. Donc on va considérer, donc si elle n'est pas une isotherme, donc ça veut dire que Q n'est pas perpendiculaire à cette surface. Donc Q n'est pas perpendiculaire à cette surface. À cette surface. Donc on va considérer une surface S comme ceci. Et à l'intérieur de cette surface, on va prendre un petit élément de surface ds. Donc ça, c'est ds. Cet élément de surface, je vais représenter sa normale unitaire. Donc M, c'est le vecteur normal unitaire qu'on avait défini déjà la dernière fois. Et donc, je représente la densité de flux. Comme la surface n'est pas isotherme, la densité de flux n'est pas perpendiculaire. Elle peut être comme ça. Et il y a un angle entre les deux. Donc, soit un élément de surface ds, donc pour l'énoncer de ce petit problème. Donc ce dessin-là va nous servir pour obtenir la relation entre flux et densité de flux. C'est-à-dire le flux de chaleur qui va traverser toute la surface S. Donc soit un élément de surface ds pris sur S. Soit un élément de surface ds pris à l'intérieur de S, pris sur S. Donc, 1 étant un normal unitaire. Donc, et sa normale unitaire, 1. Et sa normale, son vecteur normal unitaire. Ou bien on dit la normale unitaire. Sa normale unitaire. Donc, c'est un vecteur qui est normal à la surface et qui a comme une module unité, module égal à 1. Le flux de chaleur, ou le flux élémentaire de chaleur, on utilise le mot élémentaire quand on a un petit flux, comme on a une petite surface ds, elle va être traversée par un petit flux dφ aussi. N'oublions pas que les ds, dφ, dv, c'est des infiniment petits. Donc ils tendent vers 0 si vous voulez. Et comme ils sont petits, par exemple si vous prenez un volume, une pièce métallique de volume dV, sa masse c'est dm. Et dm ça va être égal rho fois dV. Il faut apprendre à travailler avec ces éléments différentiels. Donc quand on dit élémentaire, il y a le mot élément dedans, et donc c'est les infiniment petits. Donc le flux élémentaire qui traverse ds est donné par l'expression est donné par 2 points. Et bien ce sera un dφ. Et dφ ça va être égal à quoi? Ça va être égal à non pas Q, mais la composante normale de Q.
Rappelez-vous, c'est quoi la définition de la densité de flux? C'est la puissance qui traverse l'unité de surface perpendiculaire. Donc, soit S perpendiculaire à Q, ou bien Q perpendiculaire à ds. Comme la surface ne bouge pas, c'est le vecteur qui va avoir des composantes normales ou tangentielles. Donc, Qn, c'est la composante normale qui traverse effectivement le flux, la surface. Par exemple, si je décompose le vecteur Q en une composante qui est tangentielle Qt, une composante normale Qn. Quelle est la composante qui traverse la surface? C'est celle qui traverse la surface perpendiculairement. L'autre, elle ne va pas traverser, elle va raser. Donc, si vous avez une surface ici, ça c'est tangentiel, ça ne traverse pas. Ça c'est vertical, donc perpendiculaire, qui va traverser la surface ds. Donc Qn ds. Comment obtenir Qn ds? Eh bien, c'est Q tangente de cet angle-là. Je vais appeler par exemple θ. Donc, Qn, c'est égal à Q cosinus θ fois ds. Et Q cosinus θ, il est exprimé comment? Je vais vous le dire tout de suite. C'est produit scalaire Q fois n fois ds. Parce que le produit scalaire, c'est quoi? N'oublions pas, c'est Q n. Le cosinus entre les deux qu'on a appelé θ. Donc ça va être Q fois 1 fois cosinus θ. Donc pour obtenir la composante normale, eh bien, on a besoin du cosinus et donc on a besoin du produit scalaire avec la normale. Voilà pourquoi nous avons défini tous les flux que nous avons définis la dernière fois. Flux de chaleur, flux de matière, flux de quantité de mouvement, flux d'enthalpie, flux volumique. Tous ces flux, on avait multiplié une densité de flux avec une normale avant d'intégrer. Donc on a défini, rappelez-vous, pour le débit volumique qui traverse le tube, un tube de section S, on avait intégré sur la section S du tube, la densité d'un flux volumique, c'est la vitesse du fluide. Et donc ça nous a donné ceci, l'intégrale de V1 ds. Et bien sûr, il existe des cas particuliers. Des cas particuliers, si V est perpendiculaire à S, si V est perpendiculaire à S, comme ici, si Q est perpendiculaire à S. Donc le Q serait comme ça. Donc l'angle θ serait égal à 0, et quand l'angle θ est égal à 0, son cosinus est égal à 1. Dans ce cas-là, vous obtenez l'intégrale de V fois 1 fois ds. Ici, la vitesse est constante, et bien vous aurez V intégrale de ds, et donc vous aurez Vs. Donc vous voyez bien que lorsqu'on écrit QV égale Vs, c'est un cas vraiment particulier. Donc la vitesse perpendiculaire à S est la vitesse constante. Et on peut remplacer la vitesse quand elle est variable par sa moyenne. Si on utilise la vitesse moyenne est forcément constante, donc ce sera V moyen fois S. Voilà donc le flux de chaleur qui traverse ds. Et si on cherche le flux qui traverse toute la surface S, il n'y a qu'à intégrer. Et deux points, phi égale intégrale d'eau sur la surface S, celle-ci, Q n ds. Voilà donc. On est venu à la densité de flux que nous avons définie la dernière fois. Donc je écris comme remarque en rouge, si S est une surface isotherme, je vous laisse conclure. Si elle est isotherme, la densité de flux est forcément perpendiculaire, donc cosinus égale 0, cosinus de 0 égale à 1, donc vous aurez phi égale intégrale de Q ds. Parce que vous aurez Q fois 1 fois cosinus de 0 qui est égal à 1. Si en plus la densité de flux est constante, vous aurez Q fois S. Et on va traiter des problèmes très simples où c'est Q fois S. Il n'y a aucun problème. Voilà, on a terminé avec ce paragraphe. Maintenant on va passer à un paragraphe important, la conduction. Paragraphe 2, 4, il y a 2, 3. C'est 2, 3. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit le 4.
conduction. Conduction, ça veut dire qu'on va étudier uniquement un seul mode de transfert de chaleur, ce qui nous empêchera pas de parler de la convection en même temps, parce que souvent, quand on étudie les transferts de chaleur dans le milieu solide qui sont en contact avec un fluide, il y a forcément de la convection. Donc, rappelez-vous, on a défini la conduction dans les premiers cours comme étant le mode de transfert de chaleur diffusif, donc microscopique, qui est le résultat de l'agitation des molécules, atomes, électrons, etc. Donc, comme ces molécules ou ces atomes sont en agitation permanente, plus on les chauffe, plus la vitesse d'agitation augmente. Et donc leur énergie cinétique également augmente. Comme il y a des molécules ou des atomes voisins, des électrons voisins, donc il y a un choc entre les deux. Donc il y a une communication d'une énergie cinétique élevée aux voisins, et les voisins vont la transmettre aux autres, et c'est ainsi de suite que cette énergie cinétique, donc finalement c'est un transfert d'énergie cinétique qui est responsable du transfert de chaleur par conduction. Donc forcément on a besoin d'un support matériel. Donc cette conduction, elle peut avoir lieu dans un milieu solide, conducteur, on verra tout à l'heure ce qu'il y a les isolants et les conducteurs, et ou bien un liquide, ou bien un gaz. Donc dans le cas des solides, qu'est-ce qui est responsable de ce transfert de chaleur? C'est principalement les électrons libres donc, qui se trouvent sur la dernière couche. Donc plus un matériau possède d'électrons libres à la surface, à la dernière couche, et plus il est conducteur de chaleur, bien comme le cuivre, l'or, etc. L'aluminium un peu moins, l'acier encore un peu moins, etc. 2, 4, 1, loi de Fermi. 2, 3, 1, pardon, loi de Fermi. 2, 3, 1, loi de Fourier. Donc pour définir la loi de Fourier, donc je vais vous dire tout de suite que la loi de Fourier est une loi phénoménologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien c'est une loi qui n'a pas été obtenue par de la théorie fondamentale, théorie mathématique, etc. Elle a été obtenue à partir de l'observation et de l'expérience. Et pourtant, elle vérifie très bien le phénomène, elle décrit très bien le phénomène de transfert de chaleur par convection, sans ambiguïté, sans erreur possible, etc. Donc elle a été obtenue par M. Fourier qui a fait des expériences, il a fini par l'obtenir. Donc nous on va prendre un petit exemple dans le cas de transfert de chaleur dans une direction X donnée. On considère un mur plan, ensuite je définirai qu'est-ce que c'est qu'un mur plan. Donc considérons un mur plan d'épaisseur L. Est-ce qu'on a besoin d'épaisseur pour définir ça? Oui. De surface S. De surface S. Je ne vais pas parler de la conductivité, pardon. Ayant une distribution, de température T de X sur l'épaisseur. Distribution. Donc, T de X dans la direction X, bien sûr, dans la direction X. Cette direction X, c'est suivant l'épaisseur. Suivant l'épaisseur. Donc si c'est suivant l'épaisseur, ça veut dire que perpendiculaire à S. Donc perpendiculaire à S. Donc l'axe des X va être perpendiculaire à la surface S.
Donc, dans ce cas-là, je vais dessiner un mur rapidement, très rapidement, un petit schéma comme ceci. Voilà un mur plan. Un mur plan, c'est toujours un mur de forme parallélépipédique, donc de petite épaisseur et de grande section. Donc cette hauteur et cette largeur sont très grandes comparées par rapport à la surface. Et donc, quand on vous dit distribution de température suivant X, donc la température varie uniquement suivant X. Elle ne varie pas suivant Y, ni suivant Z. Ça veut dire que si vous considérez cette surface, il y a la surface S, ça c'est l'épaisseur L, hein, je vais les évoluer ici, donc ça c'est l'épaisseur. Et donc, il y a une distribution qui varie en fonction de X. Donc si je suis sur cette surface de droite, ça veut dire que je suis en X égale à L. Donc tous les points de la droite de cette surface se trouvent à la même température. Quelle température? T de L. Donc la température ici, à l'extrémité, c'est T de L. La température à cette extrémité, c'est T de 0. Parce que n'oublions pas, ici vous avez maintenant T de X. Comme ceci. Donc, en X égale 0, une certaine température, en X égale à 1, j'ai une température plus faible, et j'ai des températures qui diminuent au fur et à mesure que je me déplace le long de l'axe des X. Donc, une température qui dépend de X, peut-être que vous ne voyez pas dans l'espace, voilà par exemple mon mur plan. La température varie en fonction de X. Donc si je suis sur cette surface, regardez-moi, je bouge ma main, X ne change pas. X il change quand je fais ça. Donc tant que je suis sur cette surface, j'ai la même température. Donc cette surface S est isotherme. Je me déplace dans cette direction, la température change, elle diminue, elle diminue, elle diminue. J'arrive à la surface de droite. Sur cette surface, je fais bouger ma main, X ne bouge pas. Donc je bouge comme ça et comme ça. Donc tant que X ne change pas, puisque la température varie uniquement en fonction de X, donc X n'a pas changé, donc si je suis en X égale à R, la température aussi, elle est égale à une constante sur cette surface. Donc comme la température ici et la température là ne sont pas les mêmes, donc il y a un transfert de chaleur dans cette direction.